À la une, cette question, à quoi joue Macky Sall malgré sa promesse de ne faire que 2 mandats à la présidence de la République? Tout porterait à croire que le camp présidentiel se préparerait à une 3e candidature à la présidentielle de l'actuel chef de l'État. Vous entendrez la réponse clair-obscure d'un membre du gouvernement. Lendemain d'audience entre Serigne Mountakha Bachirou Mbacké et Aïda Diallo, la veuve de Cheikh Béthio Thioune, qui se considère comme chef des Thiantakoun. Dans cette édition, l'analyse d'un islamologue sur le rappel à l'ordre du khalife général des Mourides adressé à celle qui se proclame khalife femme. Dans l'actualité, il y a aussi les transports perturbés à Dakar ce matin par une grève de salariés des lignes de bus Tata. Revendication, un meilleur traitement. Le grand journal sur RFM et l'actualité internationale, elle sera présentée par Georges Déthié-Diop. Le FNDC en Guinée va remettre sa nouvelle manifestation jeudi contre un 3e mandat. Le Front national pour la défense de la Constitution appelle déjà à la mobilisation. Au Soudan, le gouvernement a mis en place une commission qui va enquêter sur les tueries de juin dernier. Commission qui a 3 mois pour rendre ses conclusions. À suivre ensuite le journal des sports de Malal Junior Gagne. La Guinée-Conakry, bête noire de l'équipe nationale locale du Sénégal. Pour la 3e fois consécutive, le Sili local barre la route du Sénégal pour les qualifications au CHAN. Nous parlerons également de basketball avec l'AS Douanes qui se tourne vers un nouveau défi. Après 4 titres consécutifs de champion du Sénégal, les Gablous s'attaquent désormais à la Basketball Africa League. Le dernier rendez-vous de cette édition, la rubrique Point de vue, le débat du jour, l'idée d'un 3e mandat pour Macky Sall qui agite les milieux du pouvoir. C'est le grand journal, bienvenue, bonjour à tous. À la présentation de ce grand journal, Babacar Fall. Le corps de Djibril Dial a été rapatrié au Sénégal. La dépouille est arrivée ce matin à Dakar. Cet adolescent de 21 ans, né aux États-Unis de parents sénégalais, a été tué par balle dans la nuit de mercredi à jeudi dernier à Philadelphie, dans le nord-est des États-Unis. Et révélation de l'ONG Horizon Sans Frontières, les frais de rapatriement de la dépouille ont été pris en charge par la famille du défunt. Boubacar Seye, le président de Horizon Sans Frontières avec Pape Besdiba. La dépouille mortelle de notre compatriote Djibril Dial, assassiné il y a quelques jours aux États-Unis, est arrivée ce matin à Dakar. Et contrairement à ce qui a été dit, que l'État disposer de fonds pour le rapatriement des dépouilles mortelles de Sénégalais décédés en étranger, Horizon Sans Frontières souhaiterait quand même être édifié parce que si le corps de Mbaye Dial n'a pas été rapatrié par l'État, alors qu'on nous parle d'un fonds pour ça, alors qu'on nous dise qui sont les bénéficiaires de ce fonds-là. Là, il faudrait que, que les choses soient très claires et qu'on arrête encore une fois la politisation de ce dossier-là. Nous sommes très choqués par le mode de fonctionnement de ce dossier migratoire au Sénégal parce qu'en réalité, ceux qui gèrent ce dossier ne cherchent qu'un gain politique auprès du chef de l'État. Et ce cliché doit disparaître. L'inhumation de Djibril Dial est prévue dans l'après-midi dans le cimetière de Yoff à Dakar. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégal de l'extérieur est annoncé aux obsèques. Le procès du jeune Kankourang, le jeune homme finalement condamné à 20 jours d'emprisonnement, ça se passe à Sédhiou et donc il rentre à la maison après près d'1 mois passé en détention à la maison d'arrêt de correction de Sédhiou. On y reviendra avec notre correspondant sur place. Le tribunal de grande instance de Diourbel tient son audience spéciale post-Magal de Touba demain mardi. Les juges vont se pencher sur plusieurs affaires. Une centaine de personnes seront jugées pour diverses infractions. La conférence de presse de Safina Toulaman, la police des mœurs de Touba. La conférence de presse qui était prévue à 11h ce matin a été reportée sine die. Serigne Modulo Ngabou, le responsable numéro 1 de Safina Toulaman, devait aborder entre autres le cas Aïda Diallo, la veuve de Cheikh Béthio Thioune. Aïda Diallo, qui s'était proclamé khalife des Thiantakoun et qui a organisé son propre magal, a été convoqué hier soir par Serigne Mountakha Bachir Mbacké, le chef de la confrérie mouride, qui lui a intimé l'ordre d'arrêter de se prendre pour une khalife. Un rappel à l'ordre analysé dans ce grand journal par l'islamologue Khadim Mbacké et au téléphone d'Elhadji Ndiogou Diène. Le khalife a bien fait que le devoir d'un khalife est d'instruire ses adeptes, ses talibés, et en permanence, surtout en temps de crise comme nous le vivons actuellement.
Donc, je pense que c'était une bonne chose et qu'il faut qu'il continue à rappeler à l'ordre non seulement l'intéressé, mais tous ceux qui sont tentés d'outrepasser les enseignements de la confrérie, de l'islam en fait. Vous savez que la femme a un rôle indispensable dans l'islam. Elle a joué un rôle dans la genèse et le développement de la religion, comme on le voit dans le cas de la dame Khadija, qui est la première épouse du prophète, qui l'a aidé vraiment pour réussir sa mission. Et aussi le cas de son épouse, Salamata, que tout le monde connaît, qui est intervenue vigoureusement, n'est-ce pas, en l'an 6 de l'Égypte pour aider son époux à réussir. C'est aussi le cas de Aïcha, la célèbre Aïcha qui nous a transmis une bonne partie des enseignements de la religion. La femme a le devoir de diriger des femmes comme elle si elle est compétente pour le faire. Elle doit, si elle est bien instruite, elle doit instruire ses sœurs en matière de religion. Mais elle n'a pas le droit de diriger un groupe mixte où il y aurait des femmes et des hommes. Ça, ce n'est pas possible selon les enseignements de l'islam et selon aussi les enseignements des confrères religieux. L'islamologue Khadim Mbaké, ancien de l'IFAN, l'Institut de recherche de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. RFM, la radio de toute l'actualité. 17, la suite de ce grand journal d'actualité politique. Depuis que Souri Kaba, responsable politique à l'APR à Fatick, est passé devant le grand jury d'RFM, c'était ce dimanche, pour dire que Macky Sall n'a droit qu'à 2 mandats selon la constitution actuelle, eh bien, la question a secoué les rangs de l'Alliance pour la République, le parti politique dirigé par Macky Sall. Alors, cette polémique sur un éventuel 3e mandat du président actuel du Sénégal, le ministre des Sports et par ailleurs maire de Fatick, lui entretient le flou. Pour Matarba, les priorités sont ailleurs. C'est ça sa réponse. Il était l'invité d'RFM Matin aujourd'hui. Mon énergie et mon engagement auprès du président Macky Sall me commandent de trouver des solutions aux préoccupations et attentes des Sénégalais. C'est ça l'urgence pour nous. Nous y déployons toute notre énergie et nous refusons d'être divertis par un débat futile. Nous allons accompagner le président Macky Sall pour son mandat. Les Sénégalais lui ont fait confiance et nous allons l'accompagner. Je ne peux pas dire que ce débat est sans intérêt pour moi et continuer à en parler. Vous êtes des journalistes, vous aimez ce genre de débat. Moi, je cherche à rassurer les populations. Le Sénégal n'est pas la Guinée. On n'est pas à un niveau de changement de constitution. Ce qui est important pour nous, c'est de nous remettre au travail. C'est ça que les Sénégalais attendent de nous et non remettre un débat, proposition de constitution ou non. Pour le développement économique et social du pays. Eh bien, justement, c'est devenu courant des jeunes militants de la coalition présidentielle qui tiennent des manifestations de protestation pour réclamer du travail ou des fonds pour financer leurs projets. À Mbour, il y en a qui viennent de tenir un sit-in là-bas. Abdourahmane Diallo. Des jeunes de la majorité présidentielle de la commune de Mbour, très remontés contre le ministre Omar Youm, ils accusent leur coordonnateur départemental d'être le démon de la division. Aliou Niass, porte-parole du jour. Il y a une main nichée à Tchadjaï qui vient ici à Mbour pour semer de la zizanie, pour diviser la jeunesse, pour diviser aussi certains responsables, pour bloquer même le développement de Mbour. Cette main nichée dont je parle, qui divise la jeunesse, qui sème la zizanie au niveau de Mbour, c'est bien le ministre Omar Youm. Ces jeunes qui étaient en sitting disaient être laissés en rade par les responsables de leur localité. Ils veulent beaucoup plus de considération. Nous, ce que nous disons, ne bougnons pas comme nous l'avons. Nous demandons plus de considération. Nous demandons des financements aussi pour les jeunes porteurs de projets qui sont ici, qui n'ont pas vu de DER, qui n'ont pas vu Andes, qui n'ont rien vu. Et ces jeunes-là méritent ça. Nous, les jeunes de la coalition de Benno Bokk Yakaar de Mbour, nous demandons son Excellence président Macky Sall que Mbour est vraiment un ministre. Nous réclamons des directions dignes de ce nom. Malgré la médiation de certains responsables, ces jeunes de l'APR, du Parti socialiste, de l'UCS et d'autres mouvements de soutien comptent aller jusqu'au bout dans leur combat. RFM Mbour. Abdourahmane Diallo. L'état au banc des accusés à Sédhiou. Voilà maintenant 4 mois que
les bailleurs qui ont loué des maisons et autres bâtiments à des personnalités et services de l'État. Voilà 4 mois qu'ils n'ont pas été payés, qu'ils n'ont pas perçu de paiement de loyer. Ils viennent de se réunir en collectif pour réclamer leur argent. Le porte-parole Jules Souleymane Sow au micro de Max Cli de Kanfani. Nous avons fait une lettre d'information, informer l'autorité qu'il y a des gens qui sont dans la région de Sédhiou, qui ont donné leur bâtiment en location à l'administration territoriale et ses services, qui ne sont pas encore payés. Ça fait 4 ans. Il y a des gens qui nous appellent un peu partout, qui sont dans la même situation, qui nous disent qu'ils sont membres du collectif. C'est régional aujourd'hui, mais je sais que ça va devenir national parce que nous sommes informés qu'il y a 52 dossiers qui dorment sur la table du ministre. Nous sommes très informés. Au niveau du département de bâti, quand nous ont signalé qu'il y a 52 dossiers qui dorment sur la table du directeur. On nous avait dit qu'il y avait 500 et quelques millions qui ont été dans un premier temps débloqués, c'était pour régler notre situation. Mais 2 semaines plus tard, ces 500 et plusieurs millions ont disparu parce que le ministre a pensé que nos dossiers n'étaient pas une urgence. L'état actuel de cette situation qui nous a conduit à ce problème, à ce désagrément, c'est le ministre Abdoukarim Fofana. C'est lui qui n'a pas diligenté le dossier, c'est lui qui n'a pas fait tout pour que cette situation soit réglée quand il était directeur du département de bâti. Et actuellement, il nous met dos sur le mur. Nous sommes obligés de parler parce que nous avons souffert pendant 4 ans. Nous attendons l'État et nous croyons que le président de la République n'est pas informé de cette situation. Qu'il y a des gens, des dignes Sénégalais qui ont travaillé pendant plusieurs années. Ils ont pris de l'argent dans des banques pour investir. Et je dis qu'il n'est pas en train de faire le travail que le président de la République lui a confié, qui est le FOSTRAC. L'ancien directeur général de l'Agence du patrimoine bâti de l'État, Abdoukarim Fofana, indexé donc par ses bailleurs de Sédhiou. Il déclare être hors du territoire. Toutefois, Abdoukarim Fofana, devenu ministre de l'Urbanisme, il précise toutefois que l'Agence du patrimoine bâti de l'État paie en fonction des dotations budgétaires. Et selon lui, s'il y a des arriérés, c'est parce que la dotation budgétaire était en deçà des engagements locatifs de l'État. Il est midi passé de 13 minutes. Plus de 5 lignes Tata, nous parlons transport à Dakar. Les lignes 39, 59 et 63 perturbées par une grève de salariés de ces bus de transport. Ils demandent à leurs patrons de se pencher vite sur leurs urgences, leurs revendications, les conditions de vie et de travail. Et les usagers de ces transports ont été perturbés, vous l'imaginez, par ce mouvement d'humeur. Un reportage de Djouma Diouf. Au terminus 39, c'est avec une grande surprise que les usagers ont appris la grève de la ligne. Sur place, ce jeune en destination du lycée de la Fosse déplore la situation qui handicape ses activités. Je suis venu prendre un bus et on me dit qu'il y a une grève. C'est difficile. Je suis obligé de prendre un car ou un taxi. Donc je demande à ce que le problème soit réglé, même si je ne sais pas de quoi il s'agit. Ceci ne doit pas durer. Pour motif, chauffeurs et receveurs évoquent un manque de terminus qui dure depuis une semaine. Neyaramba, receveur. 39, 69, 59, 63, Nous sommes tous en grève. On n'a pas de terminus pour nous garer. On était à la BCAO. Après, on nous a demandé de quitter. C'est par la suite qu'on est allé pour nous stationner à Diamalai avec les travaux. On était obligé de quitter le pont de la Brioche Dorée. C'est donc un problème de terminus. Ce chauffeur, quant à lui, dénonce le mutisme des propriétaires de Tata qui n'ont rien fait pour régler la situation. Ils sont bien au courant de la situation car ils ont des superviseurs sur le terrain. Ils ont toutes les informations car si un chauffeur ne roule pas, ils l'appellent pour demander le motif. Mais ils se taisent par facilité. Si rien n'est fait, demain aussi, nous serons en grève. Les grévistes demandent aux intéressés de régler la situation. Ils disent reprendre la grève demain si rien n'est fait. RFM, la radio autrement. Le Sénégal est sur la bonne voie. Nous parlons économie. Le Sénégal sur la bonne voie en matière de mise en œuvre des politiques et projets dans le cadre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Annonce de la représentante résidente de l'UEMOA à Dakar. Elle rappelle que les 75,5% réalisés en 2018 sur une moyenne globale communautaire de 69%. Pour cette année 2019, 113 textes vont être évalués dans plusieurs domaines ainsi qu'une trentaine de projets. La revue annuelle des réformes de l'UEMOA a eu lieu ce matin à Dakar. Mamadou Amardion.
C'est un satisfecit délivré au gouvernement pour souligner ses efforts dans l'exécution des politiques et projets communautaires. Aïssa Kabo, représentante résidente de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à Dakar. Le Sénégal était l'année dernière à 75,5% par rapport à une moyenne de 69%. Donc je pense que c'est un taux vraiment très appréciable. 2018 a été une année réussie pour le Sénégal et pour cette année 2019, d'autres politiques et d'autres programmes vont être soumis à l'appréciation de l'UEMOA. Déjà en termes de politique, je dirais, nous avons pour l'année 2019 113 textes qui seront examinés, aussi bien dans le cadre de la gouvernance, de la convergence, du marché commun que des politiques sectorielles. Et nous avons 30 projets, surtout dans le domaine de l'agriculture et aussi dans le domaine de l'énergie. Au cours de l'année 2019, nous avons passé en revue la plupart des textes qui sont en difficulté avec la partie sénégalaise. Nous avons quelques textes qui ont des difficultés de transposition, notamment en termes de concurrence et de transport ferroviaire, mais ce sont des textes qui font vraiment l'objet de suivi. Plusieurs réformes sont prévues dans des domaines précis. Nous avons de nouveaux textes qui ont été introduits dans le cadre de la métrologie, dans le cadre de l'indice harmonisé des prix à la consommation et aussi dans le cadre du TEC. En matière de projets, nous avons des projets qui ont été introduits cette année, notamment tous les projets qui concernent l'électricité. Nous avons des projets aussi qui concernent la mise en valeur du fleuve Gambie. La revue annuelle des réformes de l'UEMOA est une occasion d'harmoniser les actions de développement au niveau communautaire. RFM. L'actualité internationale. Et c'est une présentation de Georges Déthié Diop. Bonjour Georges. Bonjour Babacar. La Guinée-Conakry, le Front national pour la défense de la Constitution, annonce une nouvelle manifestation pour jeudi. Manifestation sur l'autoroute Fidel Castro, une annonce de Cellou Dalein Diallo lors de l'Assemblée générale de son parti, l'UFDG. Nous l'avons joint tout à l'heure à Conakry et il confirme. Je confirme l'organisation d'une marche pacifique le jeudi prochain sur l'autoroute Fidel Castro par le FNDC, le Front national pour la défense de la Constitution. Les dispositions prises, c'est que tous ces jours-ci, le gouvernement claironne que les manifestations ne sont pas interdites dans le pays, alors qu'il y a un acte du ministre de l'administration du territoire adressé au gouverneur, au préfet, au sous-préfet, au maire, interdisant toute manifestation dans les rues et sur les places publiques jusqu'à nouvel ordre. Cet acte date de 2018, de juillet 2018, et jusqu'à présent, il n'a pas été rapporté. Et bien évidemment, lorsqu'on manifeste, les manifestations font l'objet de sanglantes répressions. Alors que les promoteurs du troisième mandat, eux, ils organisent des manifestations comme ils veulent, avec la bénédiction des préfets et la protection des forces de l'ordre. Mais nous, dès que nos partisans, ceux qui sont opposés à ce troisième mandat de M. Alpha Condé, dès qu'ils sortent, naturellement, ils sont bastonnés, arrêtés, emprisonnés et hélas souvent tués, comme c'était le cas le lundi dernier. C'est Cellou Dalein Diallo, patron de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de la Guinée-Babacar. Direction le Soudan, le gouvernement de Abdallah Hamdok veut faire la lumière sur les répressions meurtrières du mois de juin dernier. Le gouvernement a mis en place une commission d'enquête, laquelle a 3 mois pour livrer ses conclusions. Adima Gatngaï. La commission devra faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles plusieurs manifestants ont été tués, violés ou jetés dans le Nil lors des protestations devant le ministère de la Défense à Khartoum, siège de la junte qui a pris le contrôle du pays après la chute de El-Bachir. Mise en place ce dimanche, cette commission va disposer de larges pouvoirs pour citer des témoins, y compris des fonctionnaires, et aura accès aux documents officiels, aux rapports des forces de sécurité et aux dossiers médicaux. La nouvelle structure va se charger d'identifier les responsables de la répression ainsi que d'établir le nombre de morts, de blessés et de disparus et les pertes financières subies par les personnes touchées. Selon des médecins pro-démocratie, près de 130 personnes ont été tuées lors du raid et des violences des 3 et 30 juin. Les militaires qui contestent ces chiffres ont reconnu 87 décès. En République démocratique du Congo, plusieurs dizaines de personnes en détention irrégulière libérées. Et oui, elles ont été libérées lors d'une cérémonie prise hier par le ministre de la Justice. Leur élargissement s'inscrit dans le cadre d'un processus de désengorgement des prisons. La mesure a concerné 237 personnes. Et l'Amérique du Nord, le Canada, jour
d'élections. Oui, le Canada élit ce lundi un nouveau gouvernement. Plus de 27 millions de personnes sont appelées aux urnes pour élire les 388 représentants de la Chambre des communes. Les écarts sont minimes entre les formations politiques et l'issue du scrutin risque de réserver des surprises. Pour une 43e législature, 4 774 000 Canadiens 963 ont déjà voté pour le vote anticipé. 27 400 000 électeurs sont appelés au vote pour ce lundi 21 octobre afin d'élire les 338 sièges de la Chambre des communes. Une élection fédérale qui survient 4 ans après celle de 2015, qui avait vu Justin Trudeau être élu avec 177 sièges comme Premier ministre du Canada. Derrière lui, les conservateurs avaient 95 sièges, avec Andrew Scheer du Parti conservateur, 39 sièges sortants pour le NPD, le nouveau Parti démocratique de Jagmeet Singh. Et voilà 40 jours après une terrible campagne électorale, le parti de Yves-François Blanchet espère faire plus que les 10 sièges. Les Verts de Elizabeth May, qui en avait 2, et le Parti populaire de Maxime Bernier comptait 1 siège dans la Chambre des communes, tenteront de faire mieux. Pour l'heure, les controverses agitées au niveau du landerneau politique restent entre Andrew Scheer et Maxime Bernier, qui s'accusent mutuellement de vouloir saboter le Parti populaire de Bernier. Pour l'heure, les bureaux de vote sont ouverts et le scrutin se déroule normalement et on verra l'issue du scrutin. Québec, Mamadou Aïchendiaï pour Radio Futur Média. Et on le verra bien avec vous, Mamadou Aïchendiaï. Merci, c'est la fin de cette page Interbaba. C'était le journal international de Georges Détié-Diop. Merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Rendez-vous tout à l'heure, le débat du jour, l'idée d'une troisième candidature de Macky Sall à l'élection présidentielle qui agite les milieux de la coalition présidentielle, plus exactement les rangs de l'Alliance pour la République. RFM Sport. Les sports, c'est Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour Babacar. Du football, le lendemain d'élimination du Sénégal sur la route du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, prévu en 2020 au Cameroun. Et pour la troisième fois de rang, la Guinée barre la route au Sénégal. Le Sili national qui devient par la force des choses la bête noire de l'équipe nationale locale du Sénégal. En club et en sélection, les joueurs du championnat local de la Guinée éliminent à chaque fois les Sénégalais. Comment expliquer ces échecs à répétition ? Suivons la réaction des Sénégalais dans ce reportage de Koumba Sandiane Faye. Le championnat d'Afrique des Nations, CHAN Cameroun 2020, sans le Sénégal. Les lions locaux éliminés par la Guinée. Pourtant, les Sénégalais avaient l'avantage avant le coup d'envoi. Après l'élimination, s'ensuivent les commentaires. Les jeunes supporters des poulains de Serigne Saloudia ont bien suivi le match. Finalement, rien que de la déception. Et c'était prévisible. Au cours du jeu, soutien et l'âge en plein travail dans son atelier de menuiserie. Mais hier, au cours du match, on sentait vraiment la faiblesse de nos joueurs. Ils devaient prendre le match au sérieux, mais ne pas marquer jusqu'au tir au but, c'était prévisible et ils n'étaient pas dans le match. Un autre jeune supporter, Malik, lui ne croit pas à la persévérance des joueurs locaux. Les conditions font défaut, ce qui résulte sur le niveau de jeu. Si les joueurs étaient bien payés, ils allaient rester et on aurait une bonne équipe, une équipe forte et solide. Mais ils partent ailleurs parce qu'ils ne sont pas bien payés. Ce qui conforte Baba Thiam dans son propos. Lui parle de maintien des joueurs qui évoluent dans les clubs pour un niveau de jeu plus compétitif. C'est vrai, ils cherchent aussi de l'argent, donc la tutelle doit sortir de l'argent pour les maintenir au pays. Sinon, l'histoire va toujours se répéter. Après sa victoire à l'aller par 1-0, le Sénégal a été battu au même score lors du match retour de ses éliminatoires du CHAN 2020 face à la Guinée qui a arrêté 3 pénaltys et s'offre la qualification. Et l'histoire se répète ainsi. La suite de ce journal des sports, Malal, on parle basket avec l'AS Douane qui se tourne vers
un nouveau défi, le club qui vient de remporter le championnat du Sénégal. Le basket masculin. Voilà, et ce nouveau défi, c'est quoi? C'est la compétition africaine qui s'appelle donc Basket Africa League, une compétition initiée par FIBA et la NBA. Pour Demba Seck, président de la section basket de l'AS Douanes, il va falloir s'y préparer pour bien représenter le Sénégal. Demba Seck, que nous écoutons. L'AS Douanes va être le premier club sénégalais à prendre part à la Ligue africaine de basketball, co-organisée par la FIBA et la NBA. Donc c'était un objectif majeur début de la saison. La NBA avait demandé à tous les potentiels clubs qui pouvaient se qualifier pour les couleurs de leur maillot et ainsi de suite. Donc pour dire tout simplement, nous allons nous y préparer et ce ne sera pas facile parce que nous allons représenter le Sénégal et nous allons rencontrer de grandes équipes parce que je suis en train de suivre les qualifiers pour les autres clubs, mais j'avoue que ce sont de grands clubs qui ont de potentiel énorme et technique. Et ce qu'il va falloir faire aujourd'hui, c'est de miser sur ce que nous avons comme potentiel, c'est-à-dire l'équipe qui est là aujourd'hui, le facteur que nous avons. Également, essayer de nous ouvrir aux autres, c'est-à-dire de procéder à des recrutements. Donc nous sommes dans la réflexion pour qu'on puisse trouver les voies et moyens pour pouvoir procéder à un bon recrutement et mieux représenter quand même le Sénégal. Nous avons aussi également besoin de rencontrer M. Galofal pour qu'on puisse avoir de plus en plus d'informations par rapport à cela. Et nous allons nous appuyer également sur la Fédération sénégalaise de basketball. Ça, c'est important. Parce qu'il faut un accompagnement de la Fédération sénégalaise de basketball. Voilà donc Babacar, cet élément de Demba Seck qui met fin à cette page des sports. Le journal des sports de Malal Junior Diagne, merci. RFM, la radio de toute l'actualité. Et notre reportage du jour, les cambriolages, on en parle, rien de nouveau. Mais il y a comme une recrudescence du phénomène ces jours. Et de plus en plus, il est constaté que les auteurs des cambriolages dans les maisons, il ne faut pas aller les chercher loin. Ils sont souvent dans ou proches de votre entourage. Reportage du jour de Nafissa Toussila. Je suis sorti pour voir, j'ai vu qu'on me l'avait volé. J'ai suivi les traces que j'ai trouvées en bas, ça est entré dans la maison en face. Djabel n'avait jamais imaginé que celui qui allait lui dérober sa tenue habite en face de chez lui. Je voulais faire un scandale là-bas, mais je me suis dit que c'était pas la peine. Il fallait que je laisse comme ça, parce que ce sont des voisins. Je venais d'habiter là-bas. Baba Mohamed est maître sculpteur. L'artisan établi à la Médina a été victime de vol et lui aussi ne pouvait pas penser qu'il allait retrouver ses tabourets en bois juste à la rue d'à côté. Les menuisiers qui sont là-bas derrière, on a retrouvé avec l'un de leurs petits là-bas. On a récupéré juste le matériel et puis on a laissé tomber puisque c'était un gars de notre secteur, on est ensemble et puis voilà. Ce n'était pas une première fois et c'était sans suite. On n'a pas cherché à aller au fond quoi, puisque nous sommes des étrangers ici, on n'aime pas les problèmes. On n'est pas là pour chercher des histoires. Cette situation, Ibrahim Abba l'a vécue et depuis ce jour, le couturier n'a plus confiance. Moi, on m'a dérobé beaucoup de tissus d'une valeur de 400 000 francs que j'ai dû rembourser. Les gens viennent ici pour être votre ami alors qu'ils ont des intentions lugubres. On ne peut avoir confiance en tout le monde. Pour la bonne dame, un peu plus de la soixantaine, la vigilance est importante. Astoufal. Souvent, les voleurs nous connaissent bien et sont au fait de nos faits et gestes. Et dans les immeubles, les gardiens sont souvent complices. Ils dupliquent les clés de votre appartement. Il ne faut jamais les leur donner. Les domestiques aussi font cela et vous dérobent des accessoires de votre armoire sans problème. Avec ça, on peut accuser ses proches à tort. La confiance n'exclut pas le contrôle, c'est le maître mot, car il est important d'être vigilant et toujours être prévenant. L'affaire Aïda Diallo. Le khalife général des Mourides sermonne Sokhna Aïda Diallo. C'était lors d'une audience nocturne ce dimanche. Le journal Les Échos et l'Observateur s'en font d'ailleurs l'écho. En cause, rappelle l'Observateur, la célébration du grand Magal de Touba par les Tiantakoun du camp de Sokhna Aïda Diallo à Ngabou qui a suscité une polémique dans la cité religieuse. Ainsi, souligne mon confrère, la plus haute autorité mouride a sévi hier lors d'une audience entre le khalife et l'épouse de feu Cheikh Béthio Thioune. Les minutes et les péripéties d'une audience sermon à lire à la page 3 de l'Observateur pour qui le khalife des Mourides arrête Sokhna Aïda Diallo. Les Échos renchérit que Serigne Mountakha freine Aïda Diallo. Selon le journal, Serigne Mountakha lui a intimé l'ordre de se mettre à carreau et de rentrer dans les rangs. Les Échos soulignent que le khalife général des Mourides est révulsé par les agissements et comportements de Aïda Diallo qui se prend pour le khalife des Tiantakoun. L'Observateur informe d'ailleurs qu'une rencontre Serigne Saliou Thioune, Aïda Diallo est prévue dans les prochains
prochains jours avant la célébration de la nuit du Maouloud. Ce sera la rencontre de la réconciliation. En politique, c'est le comportement de Sory Kaba, disons plutôt sa sortie, qui fait débat au sein de l'APR. Le directeur général des Sénégalais de l'extérieur a déclaré dans le grand jury de RFM que Macky Sall entame son dernier mandat. Des propos qui, selon l'AS, lui ont valu une véritable volée de bois vert de la part de ses frères apéristes. L'APR de Fatick, par exemple, a fait état d'une déloyauté envers le président de la République. Macky Sall, qui pourtant avait clos le débat en 2017. Vox Populi rappelle ses propos à l'époque. Propos selon lesquels nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. C'est fini pour moi. Nous avons bien cité Macky Sall. L'un de ses farouches adversaires, Ousmane Sonko, est à la une des journaux Le Quotidien et Tribune. Cela à la faveur d'un mémorandum sur l'affaire des 94 milliards de francs CFA du titre foncier 1451R. Le Quotidien rapporte que dans le document de 10 pages, le leader de PASTEF a démontré ce qu'il appelle les incohérences de la commission d'enquête parlementaire. Ousmane Sonko a aussi descendu en flamme l'ancien directeur des domaines Mamour Diallo. Ainsi, le Quotidien affirme à sa une que Sonko solde ses comptes. Pour Tribune, Sonko démonte l'Assemblée et enfonce Mamour Diallo. Pendant ce temps, dans la même affaire, Source A s'arrête sur le projet de protocole d'accord entre Atlas et les héritiers du TF 1451R au lendemain de leur réunion du 6 août 2018. Source A révèle que Atlas avait bel et bien établi un projet de protocole d'accord avec une partie des héritiers pour toucher une commission de 12% sur l'indemnisation que versera l'État. Fait saisissant, rapporte Source A, facsimilé du document à l'appui, au moment d'écrire leur nom et prénom sur la feuille de présence, Ousmane Sonko et Ismaïla Ba ont griffonné des trucs pas du tout lisibles, tout comme ils se sont abstenus de mentionner leur numéro de téléphone et leurs adresses mail, alors que les autres participants à la fameuse rencontre ont joué le jeu. À lire à la page 4 de Source A, la réaction de certains héritiers joints par téléphone. Yeri Diakhaté, par exemple, confie qu'il était présent à la réunion et son nom figure sur la feuille de présence. Par contre, il dit n'avoir pas signé de protocole. La réhabilitation de Karim Wade par l'ONU. Le sujet fait la une du quotidien LAS. Le journal informe que les avocats de l'ancien ministre d'État demandent à l'État de respecter les traités internationaux pour permettre à leurs clients de recouvrer ses droits civils et politiques. Ils ont aussi dénoncé dans un communiqué la déclaration du ministère des Affaires étrangères sur les engagements pris par la délégation sénégalaise devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Karim Wade par-ci, Ousmane Sonko par-là. L'observateur les appelle les cauchemars de Macky Sall qui, si l'on se fie à mon confrère, est hanté par ces deux qui ont fini par empoisonner ces 2 mandats à la tête du Sénégal. Mais malgré tout, Farba Senghor avertit dans Vox Populi. Pour l'ancien chargé de la propagande au PDS, si Macky s'aventure à amnistier Karim Wade, il ne terminera pas son mandat. Farba Senghor d'ajouter qu'il ne faudrait pas que Macky Sall laisse à Wade la largesse d'être le maître du jeu. Il faut que lui, Macky, reste le maître du jeu. Entretien à lire à la page 3 de Vox Populi. Autre entretien à lire, mais cette fois-ci dans les Échos, un entretien avec Thierno, entre autres sujets abordés par le nouveau PCA du Terre, les retrouvailles Wade-Macky, l'amnistie pour Karim, Benno Bokk Yakaar, l'opposition. Dans le journal Le Soleil, c'est le président Vladimir Poutine qui parle. Dans une interview accordée au quotidien gouvernemental, Poutine dit ce qu'il propose à l'Afrique. Entretien aux pages 12, 13 et 14 du journal Le Soleil. À la une de Record, pour terminer, France, 2e meilleur buteur, Habib Diallo, plane sur la Ligue 1. L'attaquant sénégalais de Metz compte déjà 7 buts, soit 78% du total de son équipe. Du jour, pourquoi l'idée d'un 3e mandat pour Macky Sall agite les rangs du pouvoir? Pour en parler, Abdourahmane Thiam, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour aussi à Mamadou Thior, journaliste à Radio Sénégal. Bonjour Mamadou Thior. Bonjour Babacar. Question à Abdourahmane Thiam. Pourquoi on donne le dernier exemple, Sory Kaba sur RFM qui dit Macky Sall, selon la Constitution, n'a droit qu'à 2 mandats et hop, volet de bois vert contre lui, ce communiqué avec des mots durs publiés par la section APR de Fatick. Yakhamba, directeur du quotidien Le Soleil, militant de l'APR aussi, qui donne une interview au site dakaractu.com pour s'en prendre à Sory Kaba. Avez-vous des éléments d'analyse de ces réactions après la sortie de Sory Kaba sur ce sujet-là? Oui, je vous remercie donc de me
donné l'occasion de participer à ce débat. Je pense que la limitation des mandats présidentiels donc, a fait l'objet de beaucoup de réflexions, donc de nombreuses réflexions en sciences politiques. Hein. Donc, je vous renvoie donc à la réflexion de mon collègue, donc Augustin Louada du Burkina Faso, qui a fait une belle étude donc sur la limitation des mandats présidentiels en Afrique noire francophone. Donc, vous comprendrez que ce problème donc hante vraiment les démocraties africaines en construction. Et si aujourd'hui la question se pose déjà au Sénégal, donc c'est pas une première. Hein, donc en 2011, donc on a vu avec le régime de M. Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, donc M. Souri Kaba, donc l'ambassadeur Souri Kaba, donc a fait une sortie, donc qui a entraîné donc une levée donc de bois vert, donc voilà, comme on peut le dire. Bon, je pense que cela montre qu'il y a une controverse déjà sur. Est-ce que derrière la tête de Macky Sall et de certains de ses collaborateurs, il faut penser à un troisième mandat? Oui, c'est ce que je veux dire. Donc il y a une controverse déjà, même au niveau de certains constitutionnalistes. Hein, donc je pense que les avis sont partagés. Si vous prenez quelqu'un comme Jacques-Marie Zouanke, donc il vous dira par exemple que le président Macky Sall donc, pourrait solliciter un autre mandat. Le professeur Babacar Gueye, spécialiste des questions constitutionnelles, avait déjà dit la même chose. Je me tourne vers Mamadou Thior. Il y a cette possibilité, selon certains spécialistes, qui offre à Macky Sall l'occasion, la possibilité de se représenter en 2024, mais il y a aussi la parole donnée. Alors pour vous, question pour vous, Macky Sall va-t-il franchir le Rubicon? Mais Babacar, vous savez qu'en partant de ce qui s'est passé sous le régime du président Abdoulaye Wade, je pense que le président Macky Sall il réfléchira à deux fois avant de franchir le Rubicon, parce qu'on a vu, et c'est ça d'ailleurs, chat et l'eau froide. On a vu que ce qui s'est passé sous Wade, certains vous disaient qu'il avait bel et bien le droit de se représenter pour un troisième mandat. Mais après, on a vu ce qui lui est arrivé, un échec cuisant face au même hôpital d'ailleurs. Je pense que depuis lors, d'ailleurs, ça poursuit un peu l'ancien président malgré son passé d'opposant, toutes ces années de braise. Donc cette sortie qui n'a pas été bien orchestrée à cause d'un mandat de trop, je pense que le président actuel va y réfléchir à deux fois avant d'y aller. Mais cette omerta autour de ce mandat-là, ça donne à réfléchir. Parce que moi quand je vois cette meute qui s'est abattue sur donc le directeur de Sénégal de l'extérieur, je me dis mais c'est extraordinaire. Juste parce que ce que Souri Kaba a dit, c'est ce qui est prévu dans la Constitution. Donc de là à l'accabler pour avoir dit la vérité, bon, c'est un vrai problème. Alors, pour vous, Abdourahmane Thiam, Macky Sall, il pourrait prendre le risque de le faire? Bon, de toute façon, ce qu'on pourrait dire, c'est on a vu avec cette décision du Conseil constitutionnel où il y avait aussi une controverse sur la limitation donc du nombre de renouvellement de mandats. Donc le président qui avait, après son élection, dit aux Sénégalais qu'il allait réduire son mandat, donc de 7 à 5 ans. Donc vous voyez, donc il avait la volonté. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il était obligé de saisir le Conseil constitutionnel. Est-ce que, par exemple, ce cas de figure ne pourrait pas se représenter? Donc c'est là où, en tout cas, on peut se poser la question. Vous savez, bon, nous sommes des chercheurs, nous analysons
Mais je pense que est-ce que ça valait la peine donc de taper sur les doigts de l'ambassadeur, sur les doigts de l'ambassadeur Souri Kabal. Donc quand même c'est un responsable de l'APR, donc dans son parti, qui a une position, et je pense que c'est le président même qui a dit qu'il ne ferait que 2 mandats. Donc il avait dit que c'est son dernier mandat. Donc voilà. Vous savez, le problème souvent, en Afrique, et bon, pas seulement en Afrique, mais plus en Afrique, ce que l'on constate, c'est que souvent, ce sont les entourages qui mènent souvent les présidents à la prise de certaines décisions, qui quand même ne procurent pas de gains politiques. Vous voyez, c'est une question de course aux ressources d'allégeance, parfois qui perturbe certaines lignes politiques des présidents. Vous parlez des entourages des chefs de l'État, c'est vrai, mais dans le cas de Macky Sall et de son camp politique, et ça c'est pour Mamadou Thior, tout le monde ne devrait pas parler le même langage parce que dans les rangs de l'APR, il y en a qui ont peut-être des ambitions avouées, inavouées, cachées de succéder à Macky Sall. Ils ne vont pas travailler à une 3e candidature de l'actuel chef de l'État, non? Et c'est là où, je dis, cette omerta ne s'explique pas, Babacar, parce que, voyez-vous, c'est un mandat de 5 ans. 5 ans, ça passe très vite, c'est pas 7 ans. Bon, ce qui a réussi à Macky Sall d'aller vers le palais en 4 ans d'opposition, ça ne peut pas réussir à quelqu'un d'autre. Parce que il faut reconnaître que Macky Sall a eu, avant de passer à l'opposition, des postes clés, qui lui ont permis d'avoir une certaine visibilité. Donc je pense que si l'APR veut trouver un dauphin à Macky Sall, c'est d'ores et déjà que celui-là doit apparaître au grand jour. Je pense que le débat n'est pas assez tôt. Et Macky Sall qui leur demande de ne pas parler de ça. C'est la grosse curiosité. Mais l'APR risque d'aller tout droit dans le mur parce que ce n'est pas Macky Sall qui veut. Et si tant est que c'est son dernier mandat, je pense que son dauphin doit apparaître au grand jour parce qu'il doit le préparer et essayer de le familiariser aux Sénégalais. Vous prenez le cas du Niger, le président Issoufou ne se représente pas, et d'ores et déjà son ministre de la Défense, du moins de l'Intérieur, qui est son poulain. Donc les élections, c'est dans 2 ans. Je pense que là aussi, il faut lever cette ambiguïté. Parce que si tant est que c'est son dernier mandat, et que bon, il espère voir l'APR ou l'Alliance Benno Bokk Yakaar continuer à être à la présidence de la République, je pense qu'il n'est pas tôt de poser le débat et de clarifier les positions des uns et des autres. Parce que s'il continue comme ça, et que bon, si le président Macky Sall s'en tient à ce qu'il avait dit, que c'est son dernier mandat, peut-être s'ils attendent les 2 dernières années pour peut-être clarifier le débat, ça risque d'être trop tard pour peut-être le poulain. Bien, merci Mamadou Thior.